Bonsoir à tous. Pour mon discours de ce soir, j'ai décidé de vous parler de la réforme de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ce n'est pas un sujet sur lequel il y a encore beaucoup d'informations concrètes actuellement, parce que les réformes ne sont pas officiellement lancées, c'est peut-être même loin d'être le cas, mais j'ai entendu à plusieurs reprises qu'on les mentionnait dans l'actualité ou en conférence, et je me suis dit que mon discours était l'occasion de creuser un peu la question. Alors, je vais tout d'abord vous planter le décor en faisant un historique de l'organisation. Alors, l'Organisation mondiale du commerce, c'est une création multilatérale relativement récente, puisqu'elle est instituée par les accords de Marrakech le 15 avril 1994. Néanmoins, elle s'appuie sur des principes plus anciens. En effet, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés avaient envisagé la création d'une telle organisation pour compléter l'ensemble formé par, d'une part, le FMI et d'autre part, la Banque mondiale. L'objectif est d'assurer la stabilité des échanges commerciaux au niveau mondial et le retour à la prospérité économique après les ravages des guerres mondiales. Une charte fondatrice a même été signée à La Havane, mais elle ne sera jamais ratifiée. Donc sans attendre qu'une telle organisation, qu'une organisation mondiale du commerce soit créée, 23 pays décident en 1947 de définir des règles temporaires regroupées sous un titre, à savoir Accord général sur les droits de douane et le commerce, ou d'après l'abréviation en anglais, GATT. Je suis sûre que vous avez entendu parler des accords du GATT. Ces règles du GATT sont assorties de concessions tarifaires. Et ces règles sont au départ temporaires et sont convenues entre 23 pays seulement. Mais elles ne seront pas remises en question et donc le GATT devient de facto permanent et de nouveaux signataires viennent s'y ajouter au fil des décennies. Et c'est dans les années 80 qu'on se dit qu'il serait temps de se doter d'un cadre institutionnel renforcé et puis d'étendre le champ d'application des règles. Et on lance donc la négociation du cycle d'Uruguay. Elle est lancée en 1986 et se conclut en 1994 avec donc les accords de Marrakech et la création officielle de l'OMC. Alors je vais faire une petite parenthèse sur les cycles de négociation du GATT puis de l'OMC. Le 8e cycle, c'est le cycle d'Uruguay qui mène à la création de l'OMC et il a duré 9 ans. Et il est intéressant de noter que chaque cycle de négociation est un peu plus long. Donc au début, en 1947, on a 4 premiers cycles de négociation, mais qui durent plus ou moins un an. Et puis, ça prend de plus en plus de temps. Avant le cycle d'Uruguay, il y a le cycle de Tokyo qui dure 7 ans. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a 102 signataires au lieu de 23 pour le premier cycle de négociation. Et puis, on aborde des questions plus complexes, comme les mesures tarifaires, et pas seulement des questions plus simples, entre guillemets, de réduction des droits de douane industriels. Donc, c'est plus complexe, il y a plus de monde, et donc ça prend plus de temps. Alors, encore un peu de patience, on reste dans l'histoire de l'OMC avant de passer à des questions plus actuelles. Résumons, on est en 1994, l'OMC est créé et on décide dans la foulée d'organiser un nouveau grand cycle de négociations. Il est lancé à Doha en 1994 et il se centre notamment sur les aspects de développement. Son nom officiel, c'est Programme de Doha pour le développement.
Malheureusement, les négociations se sont arrêtées en 2008, 14 ans plus tard, du fait de différences irréconciliables entre les membres de l'OMC. Pour vous donner une petite idée, une des grandes pierres d'achoppement qui ont fait capoter ces négociations, ce sont par exemple les questions de subvention des pays développés, surtout pour les produits agricoles. Ces subventions des pays développés sont accusées de fausser la concurrence et d'empêcher l'accès au marché par les pays en développement. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de la fracture nord-sud ou fracture entre pays riches, pays pauvres. Elle a été mise en exergue par l'échec du cycle de Doha. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que le dernier cycle qui a effectivement abouti à un accord multilatéral est celui d'Uruguay, qui s'est terminé par les accords de Marrakech en 1994. On comprend donc que 25 ans plus tard, certains appellent de leur vœu une réforme de l'OMC. Rien n'a changé depuis sa création presque. Parmi eux, on trouve l'Union européenne. En février 2021, voilà, on revient à des dates plus proches de l'actualité, Bruxelles a dévoilé sa nouvelle stratégie commerciale européenne. L'UE va placer la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de ses échanges extérieurs et pèsera de tout son poids en faveur d'une réforme de l'OMC. Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne, a déclaré que l'exécutif européen souhaite prendre la tête des efforts mondiaux de réforme de l'OMC, notamment pour répondre aux défis de l'après-pandémie et mener la fameuse double transition verte et numérique. Alors l'OMC compte aujourd'hui 164 membres, mais elle est paralysée par le désengagement des États-Unis, Washington accusant la Chine de pratiques abusives et jugeant les règles de l'organisation insuffisantes pour y remédier. Mais les Européens comptent sur un nouveau départ pour deux raisons principalement. D'abord, il y a une nouvelle directrice de l'OMC qui a été nommée. Il s'agit de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Elle a pris la tête de l'organisation le 1er mars, donc c'est tout récent aussi. Et deuxième raison, les Européens tablent aussi sur une coopération plus approfondie avec l'administration du nouveau président américain Joe Biden, après 4 années de relations houleuses en raison des politiques protectionnistes de Donald Trump. Alors, tous les membres de l'OMC s'accordent sur la nécessité d'une réforme visant à maintenir et à consolider l'OMC. Néanmoins, les membres n'ont jusqu'à présent, dans leurs débats, défini ni le contenu, ni la méthode, ni la date butoir d'une telle réforme. Et puis aussi sur le fond, les priorités diffèrent quand même grandement. Mais l'Union européenne, en accordant un pan important de sa nouvelle stratégie commerciale à la réforme de l'OMC, semble vouloir relancer un peu la machine. C'est quand même un signal fort parce que jusqu'à présent, l'agenda commercial européen mettait davantage l'accent sur l'approche bilatérale ou régionale. On conclut des accords commerciaux de libre-échange avec le Canada, le Mercosur, etc. Et en fait, l'Union européenne, avec sa nouvelle stratégie, redonne la priorité au multilatéralisme. Et les enjeux sont, entre autres, de rétablir des conditions pour avoir un commerce international non faussé, sans pratiques déloyales, développer un cadre commun pour le commerce électronique, c'est quand même un élément important qui a changé ces 25 dernières années. On a Internet, on a tout le commerce électronique qui s'est vraiment beaucoup développé. Et une réforme de l'OMC viserait aussi à accompagner la croissance verte.
Alors, la prochaine conférence ministérielle de l'OMC doit finalement s'ouvrir fin novembre et l'Union européenne va essayer de faire en sorte qu'on donne un cadre et un horizon à des efforts pour une réforme de l'OMC. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il n'y a encore rien de concret, mais il y a une ambition assez forte de l'Union européenne et donc on verra en novembre si effectivement une réforme de l'OMC est engagée plus concrètement. Voilà, merci de votre attention.